Bonjour à tous et bienvenue dans le 11e des prix de la saison consacré à un Grand Prix d'Autriche qui nous aura offert 3 jours pleins, le format sprint ayant décalé une splendide qualif au vendredi. Il y a tout eu dans cette qualif, du suspense, des sorties de piste, des surprises et des écarts très serrés, moins d'un dixième entre le top 3. Le sprint en a un petit peu annulé les effets le samedi, en témoignent les remontées d'Hamilton et de Perez, mais finalement on a quand même eu une course pleine le dimanche avec 1h30 de bataille, de stratégie et de suspense. C'était forcément moins intense qu'à Silverstone, dur d'égaler le quasi inégalable, mais c'était encore un excellent cru pour cette saison 2022, et surtout ce concept 2022 qui continue petit à petit de prouver sa valeur. Allez, on rentre direct dans le débrief. Allez, vous l'avez lu dans le titre, le mot du jour c'est enfin. Enfin Charles Leclerc regoute à la victoire. Enfin il connaît un week-end sans embûches, même s'il a fallu affronter plusieurs obstacles. Enfin ça tient jusqu'au bout, et c'est enfin la récompense qu'il mérite depuis un petit moment. Il n'a pris que 34 points entre l'Espagne et le Silverstone, c'était profondément injuste tant il avait été bon. Rendez-vous compte, il n'avait pas touché au podium depuis Miami. L'anomalie est enfin réparée. Pour ce faire, il a dû se qualifier juste devant un coéquipier au niveau pour un demi-dixième et lui résister dans un sprint où l'écurie n'a pas donné de consigne, mais où finalement ses défenses, son rythme et sa gestion des gommes ont été excellentes, il était le plus fort certainement. Il a répété le même niveau de performance en course et au bout de 10 tours, il a pu commencer à menacer un Max Verstappen qui peinait sur ses gommes et il a pu plonger au virage 4 pour le dépasser une première fois. Il le redoublera 2 fois, les 2 fois au virage 3. Alors, c'était pas vraiment des batailles tant il y avait une immense différence entre le potentiel des voitures et même la tenue et la durée de vie des gommes, donc on peut pas dire que c'était le duel du siècle, mais Leclerc a été parfait dans les 3 tentatives, et j'ai aussi trouvé Verstappen très intelligent dans le fait de se détacher de Leclerc et de voir la course de manière plus globale. Il a fait ce qu'il fallait faire, il n'a pas surdéfendu, l'autre n'a pas surattaqué, très bien. Et pour parachever sa victoire, Leclerc a dû composer avec 15 derniers tours de stress, causés notamment par sa pédale d'accélérateur qui restait légèrement enclenchée quand il ne la touchait plus. On le voyait très bien avec la caméra on-board et le graphique throttle brake. C'était assez impressionnant, assez dur à gérer, finalement il l'a très bien fait, ça a tenu. Mais sincèrement, c'est assez fou, c'est comme si sa propre voiture refusait de gagner. Mais voilà, le fait d'avoir enfin passé ce step malgré tous les éléments, voilà, c'est un gros ouf de soulagement pour le clan Leclerc. Le Monégasque a été absolument parfait, peut-être qu'il lui manque un petit détail en qualif pour que ce soit vraiment intraitable, mais 5e victoire en carrière, un vrai travail de potentiel champion du monde, ce qu'il a prouvé pouvoir être depuis le lancement à Bahreïn, c'est enfin un juste retour des choses. Il a désormais 38 points de retard sur Verstappen à la mi-saison, et sincèrement, eh bien ça se fait. C'est 6 fois P1 pour Charles, P2 pour Max, et il repasse devant. Normalement, sans tous ces incidents, il devrait être leader du championnat, preuve que sa machine en est capable. D'ailleurs, elle vient de gagner hier, et c'est aussi une Ferrari qui s'était imposée à Silverstone, où lui-même aurait dû gagner, comme peut-être à d'autres endroits avant, genre l'Espagne, Monaco ou Bakou. Bref, tout ça pour dire que si lui continue d'être aussi bon, et si l'équipe répète ce genre de week-end, Charles Leclerc pourra totalement être champion en 2022, ce n'est pas mort. On va dire que la catastrophe s'arrête clairement avant qu'il ne soit trop tard, il a toujours son destin entre ses mains. Côté équipe, enfin, la Scuderia a tout mené à bien. J'étais mécontent de les voir bafouiller et ne pas donner de consigne en début du sprint, ça aurait pu avoir des conséquences à minima embêtantes, au maximum vraiment graves sur leur week-end, mais finalement tout le reste a été mené à bien, notamment la stratégie, et ce que j'ai adoré c'est qu'ils avaient leur plan, ils l'ont suivi, ils l'ont imposé aux autres, et finalement c'est eux qui avaient la bonne stratégie, et je suis content de voir Ferrari refaire ça, car plusieurs fois l'an dernier ils avaient la bonne stratégie, enfin ils nous le montrent cette année. Les 2 arrêts anticipés de Verstappen n'ont rien changé à leur feuille de route, ils avaient la meilleure machine et de loin, ils ont réussi tous leurs arrêts, enfin ils ont battu Red Bull à la force de leur poignet, peut-être le signe d'une inversion du cours des choses. Je ne sais pas, mais en tout cas hier la Scuderia a montré le chemin à suivre, a montré qu'elle le pouvait, à la fois en termes de performance pure, mais aussi à la fois en termes de gestion de course.
Bon, par contre, il y a quand même un bémol, sinon c'est pas drôle et c'est pas Ferrari, et ce bémol, il est de taille, c'est l'impressionnante casse du moteur de Carlos Sainz. On a même vu des explosions sous le capot, et le pauvre Espagnol a eu très chaud avec cette voiture qui reculait et ce feu qui prenait. J'avoue avoir été assez mal à l'aise pendant ces images de montée des flammes et du pilote qui n'arrivait pas à sortir. Waouh, on est passé quand même pas très loin d'un truc pas très cool. La fiabilité est forcément remise sur le tapis, mais sincèrement, avec 4 abandons mécaniques sur 22 arrivées possibles, j'avoue que j'ai du mal à me dire que c'est vraiment un souci de fond et je trouve ça plutôt circonstanciel. Surtout que les 4 abandons ne sont jamais venus pour la même cause. Donc Ferrari a peut-être parfois quelques négligences, quelques soucis, mais pour l'instant, je ne trouve pas que c'est un élément trop récurrent pour qu'on puisse dire que c'est vraiment un problème de fond dans le moteur de la Scuderia. On se méprend un peu quand on dit ça. 4 abandons sur 22, c'est pas mal, mais c'est pas non plus un gros problème qui les poursuit. Par contre, c'est clairement très embêtant car la Scuderia perd un doublé là-dessus hier. C'est 18 points en moins pour Sainz. C'est un différentiel de 21 points dans le mauvais sens au constructeur et un différentiel de 3 points que Leclerc n'a pas gagné sur Verstappen au championnat pilote. Clairement, hier, ils avaient l'occasion de frapper un très grand coup. C'est d'autant plus dommage que Sainz a fait son meilleur week-end de la saison, 100 fois au-dessus de Silverstone à mon goût. À des mini-détails près, il avait le niveau de performance de son coéquipier pour la première fois. Concrètement, c'est sa meilleure perf, je crois qu'il était qu'à 4 ou 5 secondes de Leclerc au moment où il abandonne, alors que tous les deux ont eu exactement la même course avec des arrêts juste décalés d'un tour, donc finalement c'est exactement pareil, même pneu, même stratégie, donc n'avoir concédé que 4-5 secondes à Leclerc en, je crois, 58-59 tours. Ouais, voilà. Ça, c'est une perf énorme de Carlos Sainz. S'il arrive à être si proche de Leclerc, à partir de maintenant, sur le reste de la saison, sincèrement, ça change la donne pour tout le monde, pour Leclerc, pour Verstappen, pour Red Bull, pour Perez et pour Carlos. Et j'ai vraiment hâte de voir s'il pourra nous confirmer ça. En face, j'aurais peu de choses à dire sur Red Bull, tant ce week-end, de manière assez incompréhensible d'ailleurs, ils ont semblé super loin de la victoire. Verstappen aurait dû finir 3ème et certainement assez loin du duo de Ferrari. Pourtant, le néerlandais, il a fait vraiment ce qu'il a pu. Magnifique pole arraché, je vous ai dit que j'avais adoré son intelligence lors des batailles. Il sauve aussi 2 points face à Leclerc en gagnant le sprint et en prenant le meilleur tour. Mais concrètement, je crois qu'il n'y avait rien à faire vu l'écart entre les deux machines sur ce circuit, qui est pourtant le terrain de jeu favori de Red Bull depuis 5 ans. Quant à Perez, eh bien j'ai du mal à juger son cas tant il a été excellent dans la course sprint, mais tant il a été mauvais en Q2 en n'étant pas capable d'assurer un tour propre sans sortir des limites, alors que pourtant sa Red Bull n'en a pas besoin pour passer en Q3. Quant à sa course, elle a été finie au bout de 4 virages et j'ai du mal à estimer l'action et ce qui s'est passé avec George Russell. Pour moi, Checo referme un peu tôt alors que la Mercedes lui a laissé beaucoup d'espace sur l'extérieur. Je l'ai trouvé un poil agressif dans ce départ, notamment déjà au virage 3 un peu plus tôt. Et là, ça a suffi à provoquer un accident classique pour ces derniers temps. On l'a souvent vu, cet accrochage, notamment déjà à ce virage. Russell, lui, vu qu'il est à l'intérieur, c'est lui qui techniquement se déporte sur la trajectoire de Perez. Et donc, c'est lui qui est jugé responsable, en tout cas majoritairement responsable, et je suis assez d'accord avec ça peut-être, mais c'est clairement pas aussi clair et violent que le cas de Vettel face à Gasly. Ouais, j'avoue que je suis assez mal à l'aise pour juger ce genre de cas, parce que voilà, il y a aussi la question de tenter de doubler par l'extérieur, la question de on est dans un premier tour où généralement on est plus permissif au niveau de l'agressivité, la question des limites de piste, parce que s'il n'y a pas du gravier mais de l'asphalte, aucun des deux n'agit de la même façon. Voilà, au final, les 5 secondes n'ont pas vraiment changé grand chose à la course de George Russell. Les deux ont chopé des dégâts, Perez a dû abandonner. Bon, voilà, fait de course. Je n'ai pas envie d'en parler 100 ans. Mais par contre pour Perez, c'est le 3e week-end consécutif où soit il fait une erreur, soit il a un souci, soit il y a un fait de course qui est difficile à juger en sa faveur ou en sa défaveur. On se rappelle du départ face à Leclerc à Silverstone. Donc je ne sais pas, voilà. Perez, j'ai l'impression qu'il est moins performant qu'il ne l'était sur la vague Espagne-Monaco, Bakou. Peut-être que c'est un peu retombé, mais aussi on a du mal à voir car il ne fait pas de course de A à Z devant en ce moment à cause d'éléments et à cause aussi de ses erreurs, parce que concrètement, s'il fait un bon temps en Q2, il part 4ème devant Russell. Donc bon, voilà, je suis mitigé sur le cas Perez, j'ai hâte qu'il retrouve une période plus linéaire.
Concernant les autres équipes qui ont marqué des points hier, j'irai très rapidement sur Mercedes. Encore une fois, ils ont été trop forts pour ceux derrière eux, mais pas assez forts pour ceux devant eux. Contrairement à Silverstone, là le circuit ne leur convenait pas, donc ils ont reculé dans la hiérarchie. On n'a pas pu les voir aux avant-postes, ils n'ont pas pu confirmer leur forme apportée par leurs améliorations, donc il a fallu réparer 2 fois les voitures, mais la maximisation fut encore au rendez-vous, encore une excellente gestion et encore un excellent résultat à la fin. Lewis a rattrapé son crash en qualif et son sprint un petit peu moyen. George a rattrapé son crash en qualif et ses déboires du premier tour. Les deux font 3 et 4, la stratégie elle est gérée. Toujours aucun abandon mécanique sur toute la première partie de saison, c'est un vrai exploit. Bon, on a hâte de les voir en Castellet si ça leur convient mieux, mais comme l'a dit Toto, il leur en manque encore un petit peu partout, sur l'aéro, sur le châssis, sur la vitesse de pointe, sur le moteur. Il leur en manque, donc je pense qu'on n'est pas encore dans une bataille à 3, il y a encore un petit gap, mais mine de rien, j'ai hâte de voir s'ils peuvent confirmer les bonnes choses entrevues à Silverstone. Derrière, l'information majeure du week-end aux constructeurs, c'est qu'Alpine revient à égalité de McLaren avec 81 points pour la 4e place. C'est hyper positif, la voiture elle progresse chaque week-end, les pilotes ont un excellent niveau de performance, les points sont grappillés petit à petit, c'est top. Mais ça aurait dû être mieux ce week-end car il y a une des 2 voitures qui n'a pas pu s'exprimer. Et encore une fois, c'est celle d'Alonso, châssis fissuré en qualif et des problèmes dès le début du sprint qui l'ont fait partir dernier en course et l'ont empêché de marquer des points. Du coup, le total de points n'est pas exactement celui qu'il aurait dû être, ça aurait dû être encore mieux et Alpine, c'est pas la première fois qu'on les voit rater des coups au niveau comptable cette saison et ne pas totalement maximiser. Pour dire le fond de ma pensée, si Alpine avait fait les choses mieux et avait connu moins d'ennuis, il serait déjà 4e avec une bonne petite marge sur McLaren. Donc c'est top, et franchement l'écurie elle va dans le très bon sens, mais encore une fois il y a un petit goût amer, et j'espère qu'ils ne regretteront pas au final toutes les occasions gâchées. Alors côté Fernando, encore une fois, les regrets et la malchance font mal. Au passage, pour ceux qui se demandent, s'il a refait un arrêt à la fin alors qu'il était pourtant 6ème, c'est car ses pneus étaient vieux et souffraient de vibrations. Il a donc profité de la VSC pour mettre des pneus neufs. Voilà. Sincèrement, je pense qu'il n'y a pas grand chose à redire là-dessus. Même lui l'a dit, c'était très dur d'espérer aller au bout, il risquait plus gros qu'autre chose. Au final, il accroche un petit point, mais prendre la 6ème place aurait été assez irréaliste vu ses stratégies. Côté Esteban, c'était juste parfait, 13 points inscrits d'un coup, et cette fois la mécanique l'a laissé tranquille, contrairement à Silverstone. Le week-end de son 100e Grand Prix, il a été excellent, et il a prouvé non seulement pourquoi il méritait sa place, mais aussi pourquoi il avait toutes les qualités requises pour la F1 moderne. C'est un pur bonheur pour Alpine de l'avoir, et ce serait un bonheur pour n'importe quelle écurie. Mais je m'arrête là sur Esteban si vous voulez savoir le fond de ma pensée et le fond de la pensée des pistonnés sur Esteban. Rendez-vous dans l'émission Pole Position qu'on a fait ce dimanche. Je vous mets le lien en description pour retrouver tout ça. Quant à McLaren, c'est un peu la soupe à la grimace, mais finalement ça ne finit pas si mal. En fait, leur voiture manque de performance et eux manquent de compréhension. Ils n'arrivent pas à expliquer pourquoi ça marche à tel endroit et ça ne marche pas à tel endroit. Qu'est-ce qui bloque sur la voiture, qu'est-ce qui ne va pas, quel réglage il faudrait faire. Du coup, ils attaquent toujours avec un temps de retard et ils sont toujours dans la réaction, ce qui fait qu'à la fin, ils ont du mal à avoir un week-end propre et maximisé. J'avoue que je suis assez pessimiste pour eux quand je vois certaines images de leur garage, certaines images d'incompréhension, certaines déclarations. Il y a aussi le cas Ricciardo qui est assez morose. On a un Norris qui est un pur talent et qui s'impatiente un petit peu, il a raison. Encore que je l'ai trouvé très team player ce week-end et finalement assez philosophe. Voilà, j'ai un peu peur que McLaren, si jamais la voiture ne trouve pas de solution et que ça ne va pas mieux et qu'ils se font déposer par Alpine, peut-être que ça peut partir en vrille. J'ai entendu en plus que peut-être il n'amènerait plus d'amélioration de la saison. Voilà, j'avoue que le cas McLaren m'inquiète un peu. Pour l'instant, pas trop d'éléments, mais je garde mon œil dessus et il y a moyen que d'ici à la fin de l'année, on en parle plus précisément. Norris a encore fait de son mieux, mais malheureusement il a foiré sa Q2 et il a pris une pénalité pour track limit qui l'a ralenti. Sans ça, je pense qu'il pouvait passer devant Schumacher en course au final et prendre la P6, donc il en manque un petit peu. Ricciardo lui a foiré complètement sa qualif, mais c'était mieux sur le reste, même si malgré tout, il continue d'exister un certain gap avec Norris en termes de performance. Il termine quand même bien derrière alors que lui ne prend pas de pénalité. Mais il y a des points à l'arrivée et il faut le signaler car c'est que la 3e fois en 11 courses pour Daniel. Ouais, je sais, ça fait mal.
Et pour être totalement complet sur cette partie de classement, on signale qu'Alfa Romeo n'avance plus. Pas de points sur les 2 derniers Grands Prix et même ça cale très très fort depuis qu'on a quitté le Grand Prix de Barcelone. La voiture ne progresse plus, elle semble même un petit peu régresser, en tout cas on sent qu'ils ont du mal à la mettre dans les bons réglages et elle est de moins en moins compétitive, elle joue de moins en moins facilement le top 10. Joe, il n'est qu'un rookie et il se remet d'un terrible accident. Bottas, lui, il a beaucoup de mal à sortir de sa période de moins bien. Les ennuis mécaniques, ils continuent de s'accumuler. Attention, c'est très dur pour l'écurie suisso-italienne. Clairement, pour moi, ils ont laissé s'envoler leur chance de choper la 4e place du général et il va vite falloir réenclencher la dynamique de peur que finalement cette saison 2022 ne soit pas si excellente que ça. On n'en est pas encore là, mais c'est la direction qu'ils prennent depuis 4-5 Grands Prix. Attention. La vidéo avance et pourtant on n'a toujours pas parlé de ce qui est sûrement la performance, en tout cas le coup de cœur du week-end, c'est Haas qui inscrit d'un seul coup 14 unités. La voiture n'a toujours aucune évolution et pourtant ça marche. Sincèrement, la bande de Gunther Steiner ne cessera jamais de nous étonner, dans le très bon comme dans le très mauvais sens, c'est un petit peu l'écurie cirque fantasque et qu'on adore tous au fond de nous-mêmes de la grille. Ce week-end, ils étaient simplement la 5e force du plateau à la régulière, devant McLaren et pas si loin d'Alpine. On les a aussi vus jouer avec des Mercedes, se battre en piste, être capables de doubler, de résister en termes de rythme, c'est splendide et ça leur permet de doubler AlphaTauri au classement constructeur pour la 7e place. Alors que sincèrement, il y a quelques semaines, j'étais assez pessimiste pour eux. Je disais qu'ils rataient des occasions de points et que peut-être ils n'auraient pas l'occasion d'en marquer beaucoup. Ils m'ont fait mentir. On sait aussi qu'ils sont généralement très bons en Autriche. Je sais pas si le momentum et la confiance qu'ils accumulent là peut se traduire sur le long terme et qu'en fait ils peuvent continuer de jouer les points tous les week-ends, mais à l'instant T, c'est très positif. Avec tout ça, Mick Schumacher a pu confirmer son bon coup de Silverstone, mais aussi finalement ce qu'on voit depuis un petit moment, parce que là il explose et c'est mieux mis en valeur grâce à une Haas qui joue les points et aussi grâce à un Mick qui petit à petit est de mieux en mieux et c'est normal, mais on l'a déjà souligné sur cette chaîne, il avait déjà été très bon du côté de l'Australie, du côté de Miami ou du côté de l'Espagne. Mick ne s'est pas réveillé du jour au lendemain, il bénéficie juste d'une Haas qui est visible dans le top 10, qui joue les points et enfin les choses se débloquent. Il est meilleur, de mieux en mieux, mais je n'aime pas trop le storytelling qui consiste à dire que ça y est, enfin il s'est réveillé. C'est pas vrai, si on documente correctement son début de saison, il y avait du très bon à relever. Alors c'est encore mieux maintenant, surtout qu'il a la confiance et qu'il est libéré de cette pression de marquer ses premiers points. Encore mieux, je l'ai dit, que la Haas est compétitive et lui permet de jouer les points plutôt que la 14e place. Il prend aussi petit à petit une expérience folle en se battant avec les autres et notamment avec des champions. Sa résistance à Hamilton samedi était excellente et même bluffante. Ses manœuvres dans le Grand Prix sont du même acabit à la fois sur l'attaque et sur la défense, mais surtout, il a été plus rapide que Magnussen, il a été meilleur. Et puis, j'ai adoré son attitude. Il n'a pas aimé la stratégie dans le sprint, il l'a fait savoir durant le sprint, à la radio à la fin, devant les caméras à l'arrivée. Pour la première fois, il a montré du caractère, c'était légitime, on a vu une réelle envie de mini-champion en lui. Voilà, c'est très prometteur. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais je suis content que le vent médiatique ait enfin tourné dans son sens et qu'enfin les choses le mettent en valeur. Faut aussi dire qu'avec les résultats et la confiance, il accumule petit à petit les déclics. Et on sait que c'est un pilote qui marche à ça, au petit à petit, à l'adaptation. Donc très heureux pour Mick et j'ai hâte de voir la suite s'il confirme sur le long terme. Quant à Magnussen, on peut pas dire que c'était un mauvais week-end, loin de là, et j'aime beaucoup son état d'esprit. Malheureusement, je reste un peu sur ma faim, comme je l'ai dit la semaine dernière, de le voir se faire battre par Schumacher qui n'est qu'un demi-rookie. Donc voilà, je m'attendais un petit peu plus de K-Mag, mais ça reste une bonne perf. Allez, on va maintenant évoquer rapidement le reste, car c'était pas forcément très brillant, pas grand chose à dire de positif, hormis sur Alexander Albon qui atteint une nouvelle Q2, la 3e de la saison si je ne m'abuse, un très très beau temps, il partait même très haut au final dans le sprint et dans la course. Malheureusement, sa Williams ne lui permet pas encore de jouer les points à la totale régulière, malgré les améliorations et malgré le fait qu'on sente qu'il y ait clairement du mieux. Il termine aux portes du top 10, dommage, mais côté Alexander, ça reste un super week-end. Il montre qu'il est un vrai leader pour l'écurie.
Bravo, encore une fois, rien à redire à part souligner que sa place en F1, elle est légitime. Pour Latifi en revanche, c'est un petit retour sur terre avec un bel éclat en qualif, mais il faut rappeler qu'il n'a pas la voiture avec les améliorations, et en course il a vite abandonné. Je pense que je vais oublier ce week-end parce que sincèrement il y a peu d'éléments pour juger, et dans tous les cas, rien ne changera grandement, on va pas faire une révolution sur le cas Latifi. Par contre, là où faudrait peut-être une petite révolution, c'est du côté d'AlphaTauri, qui est peut-être l'écurie la plus décevante de ce début de saison, à peut-être égalité avec Aston Martin, on y viendra, mais sincèrement, rien ne va, comme Gasly l'a dit, ils sont parmi les plus lents, tout simplement, que ce soit en termes de rythme de qualif ou en termes de rythme de course, ça ne va absolument pas, la voiture, elle progresse pas, elle est incompréhensible, elle est mal réglée, on sent que Pierrot, il est pas à l'aise et il est aussi frustré de cette situation qui tombe au pire moment pour lui dans sa carrière alors qu'il cherche à se relancer sous 2-3 ans pour sortir du giron Red Bull. Ça tombe très mal, c'est un peu la soupe à la grimace et du coup ça se traduit avec des erreurs en piste, cet accrochage au départ du sprint, les track limits aussi et puis évidemment la faute face à Vettel. La saison est morose pour l'instant pour Pierre et petit à petit il commence à multiplier soit les sous-performances, soit les erreurs. Va falloir faire attention à ce qu'une spirale négative ne l'emporte pas alors qu'on connaît tous son niveau et son talent. J'espère que le Grand Prix de France pourra lui redonner un peu de baume au cœur et qu'AlphaTauri pourra enfin lui proposer une machine capable de rivaliser pour jouer des points, ce qui n'a pas été le cas très souvent cette saison. Tsunoda, lui, n'a pas fait d'erreur, si je ne m'abuse, à part peut-être les track limits, mais voilà, il n'avait juste pas de rythme ce week-end. En sortir de 2 grosses erreurs au Canada et à Silverstone, le voilà qui a été totalement transparent. Sincèrement, il a beaucoup de chance qu'en F2, il n'y ait personne qui soit convaincant, car sinon, je pense que son sort serait déjà scellé. Voilà, peut-être qu'il va faire une 3e saison pour permettre à Red Bull de temporiser avec ses jeunes, mais là, quand je vois ce qu'il nous sort, je me dis qu'il n'a pas grand avenir en F1, mais généralement, quand je me dis ça, derrière, il nous sort un beau Grand Prix, comme il a été capable de le faire déjà 3-4 fois cette saison. C'est la constance qui manque. Et j'ai peur que ça soit vraiment très douloureux pour lui et que finalement il n'ait pas tout ce qu'il lui faut. Enfin, dans le clan Aston, on a un Vettel qui s'est fait sortir à la fois dans le sprint et à la fois dans la course, le pauvre, et le reste du temps, il doit composer avec une Aston Martin qui est complètement mauvaise, où il n'y a rien à espérer, ça l'a même mis un petit peu en rogne dimanche, et on le comprend. Heureusement, il nous régale par ses actions hors piste, ses déclarations, etc. C'est le seul qu'on aime voir. Mais quand même, tout ça donne le sentiment qu'il est de plus en plus en décalage, non seulement avec l'écurie, avec la compétition, avec la F1, et que peut-être dans quelques semaines, il va nous annoncer une nouvelle qui va peut-être tous nous rendre tristes. Donc profitons de Seb qui roule dans la Williams de Nigel Mansell, parce que sincèrement, c'est peut-être nos dernières images de lui. Quant à Stroll, il a encore une fois été complètement invisible. Bon, il n'est pas aidé par la voiture, on l'a dit, mais il est battu et il ne trouve jamais la solution pour tenter de faire mieux. Quand on a l'impression que Vettel, lui, arrive plus à exploiter la voiture et se rapproche plus régulièrement des points. Donc pour Lens, c'était encore une performance très médiocre. Allez, un petit tour par les classements, je ne les évoque que très brièvement car on en a déjà un petit peu parlé dans tout le long de la vidéo. Leclerc a repris la P2 et revient à 38 longueurs de Verstappen. Ocon a doublé Bottas et Alonso pourrait faire de même bientôt. Norris lui résiste toujours, parfois un petit peu par miracle, mais aussi par de très belles performances dans cette première partie de top 10. En deuxième partie, on a un Schumacher qui remonte à 12 points contre 22 pour Magnussen. Je vous affiche en entier la deuxième partie du championnat pilote, et le constructeur, le voici. Ferrari est à 56 points de Red Bull, ça aurait pu être 35 sans l'abandon de Sainz, donc finalement cette saison elle n'est pas jouée. Mercedes toujours dans le no man's land, Alpine qui égale McLaren, Alpha qui fait du surplace, et Haas qui a doublé AlphaTauri. Les notes de ce week-end, les voici. Leclerc n'a pas le 20 car c'est un petit peu le saint graal que je ne donne que très rarement, et là on peut dire qu'il a peut-être pas la pole, etc. Mais il a été absolument parfait et le 19,5 en témoigne. Max, Lewis, Esteban, Mick et Carlos ont été excellents. Lewis rate le 20 ou le 19 parce qu'il y a le crash en qualif, mais au final le résultat il est à l'arrivée. George a été presque parfait aussi, il a un petit point de moins car lui aussi se crash et il y a l'accident du premier tour, etc. Mais sincèrement là
voilà, on chipote. Alex et Lando, eux, ils ont su valoriser leur machine. Magnussen, c'était plutôt pas mal, hein, mais pas non plus exceptionnel. Guan Yu, ok moyen pour Daniel et Valtteri. C'était pas bon en revanche pour Pierre, Yuki et Lens. Quant à Seb, Checo, Fernando et Nicolas, je leur ai mis non noté parce qu'ils ont connu soit des ennuis, des abandons ou des déboires involontaires. Vous me direz si vous voulez que ces pilotes aient une note et vous me direz aussi là où vous avez des points de désaccord sur les autres notes que je puisse les ajuster afin d'avoir au final la meilleure moyenne générale qui est actuellement disponible dans la description si vous voulez voir à la mi-saison quel pilote se classe où. Voici aussi la note des équipes, c'est un mélange du niveau de performance, du niveau de fiabilité et du niveau de maximisation. Peu de choses à dire, Ferrari aurait eu 20 sans l'abandon de Carlos, Red Bull, elle, n'avait pas vraiment la performance ce week-end, Haas a régalé, AlphaTauri, Aston et Williams sont trop mauvais, etc. etc. Voilà, et bien c'est la fin de ce 11e des prix de la saison, j'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas, pense au like et à l'abonnement, n'hésite pas également à venir dans l'espace commentaire pour réagir, car c'est bien là le but de cette vidéo, qu'on puisse tous ensemble discuter de ce Grand Prix, des pilotes, des écuries, des faits de course, dans l'espace commentaire qui nous attend désormais. Le prochain Grand Prix, il est au Castellet, chez nous en France, et j'y serai. Évidemment, j'ai très hâte de rencontrer ceux qui seront là-bas sur place, donc suivez-moi, notamment sur Twitter et Instagram, pour que je puisse vous tenir au courant des endroits où on peut se rencontrer, etc. etc. Donc ça, c'est top, et j'ai hâte de tous vous remercier, qu'on parle, qu'on boive des coups, évidemment. Mais sachez aussi que j'ai plein de belles choses prévues pour ce Grand Prix, et que si vous n'êtes pas sur place, vous pourrez quand même en profiter. Je peux pas vous annoncer ce que c'est, mais sincèrement, il y a un programme fou qui s'est monté. On est à 2 semaines du truc, j'ai encore du mal à réaliser que ça va vraiment avoir lieu. Bref, je vous tease sans pouvoir vous dire malheureusement, mais restez connectés dans les 2 semaines, vous verrez façon pour le Grand Prix. On va se régaler. Allez, sur ce, je vous laisse avec Enzo Ferrari qui réalise que sa Scuderia a gagné 2 courses consécutives pour la première fois depuis bientôt 3 ans. Et oui, ça commençait à dater. À bientôt.